Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfant, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Mathias. Mathias. Et vous avez quel âge, Mathias? J'ai 43 ans. Et alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? 3 ans, donc peut-être un grand virage dans ma vie. En tout cas, une séparation il y a 2 ans et demi. Séparation très douloureuse après 20 ans de vie, plus de 20 ans de vie commune, 2 enfants, une maison, une vie bien rangée. Donc séparation très compliquée. Et puis depuis, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de remise en cause, beaucoup de travail sur moi pour essayer de euh, comprendre qui j'étais, parce que je me suis rendu compte que finalement, je ne savais plus vraiment qui j'étais. Déconstruire certaines choses, certains schémas, etc. Et puis essayer de se reconstruire. Et puis, cette reconstruction, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Alors attendez, on va y revenir sur chacune de ces étapes. Mais déjà, vous me dites que le divorce a été compliqué. Qu'est-ce qui était le plus difficile à vivre pendant cette période de divorce? Je pense la première, le plus difficile, c'est déjà de déconstruire certains schémas que j'avais un peu inscrits en moi, Comme lesquels? lesquels, par exemple, c'est le mariage, c'est pour la vie. Mhm. Euh, c'est que moi, dans ma tête, je pensais qu'une fois qu'on était mariés, malgré les hauts et les bas, on s'en sortirait toujours. Et pourquoi ça s'est pas passé comme ça alors? Parce que je pense qu'il y avait quand même à mon avis, un manque de maturité affective. Où, Chez qui? Chez vous? Chez elle? chez moi, c'est une certitude. Oui. Comment vous l'avez vu qu'il y avait une immaturité affective? Comment elle s'est manifestée? Alors ça, j'en ai pris conscience que après coup, petit à petit, en faisant le travail sur moi. Sur le moment, j'en ai absolument pas pris conscience. Vous voulez dire après la séparation, après le Oui. divorce? Mhm. Après le travail que j'ai fait sur moi suite à la séparation, j'en ai pris conscience Ouais. de cette immaturité affective et émotionnelle, ouais. Et au moment de la séparation, enfin, en fait, Oui. plutôt, la cause de la séparation, c'était quoi? La cause de la séparation, pour moi, alors il y a plein de choses plus profondes, mais en fait, moi, j'ai provoqué les choses parce que j'avais l'impression qu'on était des colocataires. Après 20 ans de vie commune, on était colocataires, donc une colocation qui fonctionnait bien, mais peu de complicité, une intimité extrêmement, une sexualité extrêmement réduite. Ça veut dire quoi, extrêmement réduite? Je pose la question parce que comme Épanouissante. chacun a son référentiel, ça Oui, voulait dire quoi? Au bout de 20 ans, ça ressemblait à quoi, votre vie sexuelle? c'était extrêmement routinier, peu fréquent, au même moment, dans les mêmes conditions. Alors, si vous voulez des détails Oui, dans parce que la peu vie. fréquent, on se pose tous un peu la question, ça veut dire quoi peu fréquent pour vous, Mathias, c'était quoi? Alors, pour moi, peu fréquent, c'était une fois toutes les 3 semaines au mieux. Mm. Donc, pour moi, c'est peu fréquent. Ouais. En tout cas, parce qu'effectivement, chacun a son C'est référentiel et pour ça, chacun oui, met oui. le curseur où il le souhaite. En Ouais. tout cas, Donc pour peu moi, fréquent, c'était c'était ça, vraiment c'était peu une fois fréquent. toutes les 3 semaines, Et de au-delà de la façon très fréquence, routinière. c'était les conditions aussi. Ouais, ça veut dire quoi dans les conditions? Là aussi, est-ce que vous pouvez en dire C'est-à-dire plus? dans le noir, Toujours dans le noir. toujours, quasiment. Ouais, quasiment, toujours dans le noir. Pourquoi dans le noir? Euh, alors, pour moi, le problème, c'est c'était très compliqué d'en parler. Ah. Ouais, c'était un sujet qui était assez tabou. Je suppose qu'il y avait peut-être des complexes du côté de mon ex-femme, etc. Mais autant de sa part que de la mienne, énormément de difficultés à en parler. C'était un sujet qui était assez tabou. Vous savez pourquoi c'était difficile de parler de ça? Qu'est-ce qui vous empêchait d'aborder les sujets liés à la sexualité à ce moment-là? Moi, j'ai tenté quelques fois. Je pense que peut-être maladroitement, je ne sais pas trop. Mais
Bah déjà, je pense que mon immaturité affective et émotionnelle m'en empêchait, vraiment. Déjà par peur, moi, de ce que je pouvais dire, etc. Parce que mon éducation m'a pas formaté dans cette direction-là. Mais quoi, c'est une éducation où on parle pas de sexualité, où on parle pas de ses Exactement, émotions, on parle pas les de... deux, les deux. D'accord, ok. Hmm. Ouais, les deux. Donc vous n'avez pas appris à parler des choses intimes. C'est ça, exactement. J'ai même pas appris à parler des émotions du tout. Ouais. D'où, à mon avis, mon immaturité émotionnelle, ouais, je pense. Je comprends ça. Ouais. Et parce que vous avez raison de dire on m'a pas appris parce que ça s'apprend de parler de soi, de parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut, de nos émotions. Donc si on l'a pas appris, ça peut être difficile à l'âge adulte aussi d'aborder ces sujets-là. Et elle non plus. Elle non plus. Ouais. On n'a pas un qui a sauvé l'autre, quoi, dans la situation. Non, exactement. On s'est un peu les deux précipités un petit peu là-dedans. Moi, encore une fois, je pense avoir essayé, peut-être maladroitement, et ça n'a jamais trop répondu. Et donc, on s'est un peu enfermé dans cette sexualité peu épanouissante, je pense, autant pour l'un que pour l'autre d'ailleurs. Et ça ressemble à quoi une vie pendant 20 ans avec une personne avec qui on n'aborde pas des sujets intimes? C'est comment à vivre ça? Très bonne question. Ouais. Ouais. Moi, je le vivais comme en permanence, je me remettais en cause. Est-ce que ça vient de moi? Qu'est-ce que je fais de mal? Je m'y prends mal, je ne fais pas comme il faut, etc. D'autant que mon ex-femme, c'était ma première et ma seule. Et moi, dans ma tête, c'était un peu voilà, grandi au conte de fées. Alors théoriquement, c'est plutôt les femmes qui vivent ça, mais moi, je reconnais qu'en tant qu'homme, j'ai vécu ça aussi. Je l'ai trouvée elle, ce sera personne d'autre. Et peut-être aussi quelque part au fond de moi, s'il y en a une qui veut de moi, je ne vais pas la lâcher. Ah, ça m'intéresse aussi, ça, Je comme suis pas petite sûr d'en croyance. trouver une autre. Mhm. Ça, c'est très probable Ouais, aussi. mais ça, c'est important, hein, Mathias, parce que si j'arrive dans la relation en me disant, oh, déjà, il y en a une qui me regarde et qui a envie de moi, c'est déjà merveilleux, et je m'embarque avec celle qui porte enfin un regard d'amour et de désir pour moi, c'est pas un choix complètement libre. C'est un choix qu'on va dire un peu par défaut, et ça peut poser problème un peu plus tard. Je me permets juste hein, de faire ces petites parenthèses, mais c'est vrai que souvent aussi, aux ados que je rencontre, je dis qu'il y a une expérience qu'on doit faire, c'est avant de s'engager avec quelqu'un, c'est de se rendre compte qu'on peut plaire à différentes personnes et que différentes personnes peuvent être attirées par nous. Et comme ça, après, je te choisis toi parce que c'est toi, pas parce que tu es la seule personne qui m'a regardée ou la seule personne pour qui j'ai éprouvé du désir. Et c'est fondamental ce que vous me dites là, parce que dans ma reconstruction, c'est un des éléments qui est très compliqué à gérer pour moi. Parce qu'effectivement, c'est une expérience que j'ai jamais faite. C'est une expérience que j'ai jamais faite. Et pour moi, alors effectivement, vous savez, on ne le contrôle pas. Moi, mon ex-femme, quand je l'ai vue, je me suis dit, ce sera elle. Ça a mis un an à se faire. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, ce sera elle. Et donc, quand ça s'est fait, pour moi, je me suis dit, il n'y a pas de raison pour que ça soit autrement. On a eu un début de relation extrêmement compliqué. Elle a perdu sa meilleure amie, elle a fait une grosse dépression, ce qui explique aussi la construction de la sexualité un petit peu bancale aussi. Et, euh, et voilà, mais moi je m'étais dit, si on arrive à surmonter ça, il ne pourra jamais rien nous arriver, quoi. Et à tort, parce qu'en fait, ça a fait le lit de gros dysfonctionnements et personnels et dans notre fonctionnement de couple. Et je me suis construit avec ça, en fait, dans ma vie affective, je me suis construit comme ça et avec ça. Ouais. Ouais. Vous m'avez dit, Mathias, que vous avez deux enfants. Ils ont quel âge aujourd'hui? Ils ont 15 et 12 ans. Alors, ça m'intéresse. À des enfants de 15 et 12 ans, vous leur dites quoi? Est-ce que vous les élevez aussi à coups de contes de fées ou Surtout qu'est-ce que vous, pas. surtout pas, qu'est-ce que vous avez envie de leur enseigner que vous n'avez pas reçu quand vous aviez leur âge, 15 et 12 ans? J'ai envie de leur enseigner bah, cette autonomie émotionnelle, euh, qui soient convaincus qu'ils sont des personnes à part entière, qui n'ont pas ressemblé à leurs parents, à faire comme leurs parents ou quoi que ce soit. Ils sont des personnes à part entière avec leurs émotions à vivre, euh, qui doivent être à l'écoute de leurs émotions. Mhm. Réussir à mettre des mots dessus, c'est encore mieux même. Et faire leurs expériences, faire des échecs aussi, avoir des échecs pour apprendre de ces échecs, parce qu'il n'y a pas d'échecs, il y a que des apprentissages. J'aime bien que vous dites ça. Et Ça rejoint aussi, moi, personnellement, j'aurais voulu qu'on m'apprenne aussi à savoir gérer les échecs. c'est ça, ouais. Tout Ce à fait que j'ai d'accord pas avec vous, appris c'est un bel du tout, enseignement, ouais. à mon sens. Mhm. Et qui est important, Ouais, ouais, surtout ouais. dans notre société où l'échec est souvent mal perçu, mal vécu.
Et c'est une grosse erreur. Et l'école, enfin, je pense que, en tout cas, notre système éducatif en première ligne, hein, c'est qu'il ne tolère pas l'échec. Sauf que l'échec fait partie de l'apprentissage. Enfin, Je suis j'ai bien entendu d'accord. Mm. beaucoup de personnes dire, alors moi j'essaie de m'en inspirer parce que c'est pas intuitif chez moi, mais dire que la différence entre quelqu'un qui échoue et quelqu'un qui réussit, c'est uniquement la personne qui a réussi, elle a plus tenté, elle a plus échoué que celle qui s'arrête à l'échec, quoi. Donc vous dites à la fois apprendre à nommer les émotions, à savoir gérer les émotions, à faire face aussi à l'échec. Et donc ça, c'est ce que vous avez envie de transmettre à votre enfant, à vos enfants qu'on n'avait pas reçus quand vous aviez leur âge. Et alors, il se passe quoi autour de vos 41 ans pour décider de mettre un terme à ce mariage? C'était quoi l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est la frustration liée à cette intimité qui, moi, me frustrait énormément. Et effectivement, ce manque aussi ben oui, de lien émotionnel, de partage, de liberté. Comme vous dites, je sentais profondément un manque de liberté. Oui, donc c'est Pourtant, deux choses. Parce que moi, je relève juste que donc il y oui, avait à la fois donc un manque de liberté à la base quand vous êtes engagé avec elle, et puis de oui, vivre comme des colocataires sans connexion émotionnelle, sans connexion sexuelle. Au bout de 20 ans, c'est plus possible. c'est ça. D'ailleurs, entre nous, vous avez une résistance assez incroyable. 20 ans, c'est quand même pas mal comme, C'est ce comme qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit, je suis effectivement. pas capable de tenir 2 jours. 20 ans, je suis très très impressionnée. Je dis ça C'est ce avec un qu'on peu d'humour, mais ça veut dire que vous avez attendu quand même pas mal de temps avant de vous dire, mais en fait, c'est un essentiel à la vie d'être connecté aux gens. Oui, c'est ça. Tout à fait. J'ai mis énormément de temps et d'ailleurs, je ne me suis pas tout de suite rendu compte que c'était ça qui me manquait. Ouais. Ça a mis du temps, ça a été un long cheminement parce que je me suis accroché tellement fort à ce conte de fées auquel je croyais tellement fort, à cette famille qui était construite. J'avais tout bien fait dans l'ordre, hein, Mhm. comme on nous disait de faire, le mariage, les enfants, la maison, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à être heureux alors que j'avais bien coché toutes les cases, quoi. Mhm. Sauf qu'en fait, effectivement, j'oubliais l'essentiel, qui est cette connexion dont vous parlez, et j'avais vraiment oublié ça. Et qu'est-ce qui vous a empêché de, de trouver cette connexion avec votre femme à l'époque? Donc, une fois que je comprends qu'il y a un problème, que j'ai fait mon petit diagnostic, qu'est-ce qui vous a empêché de travailler avec elle à ramener de la connexion émotionnelle et sexuelle? Ce qui nous a empêché, je pense, en tout cas pour ma part, moi je vais parler Mhm. uniquement de moi, je pense que la douleur n'était pas assez profonde. Il y avait de la frustration, il y avait du manque, etc. Mais à tort, je pensais que les choses allaient pouvoir se régler petit à petit, qu'on allait trouver petit à petit enfin, quelque chose, etc. Et en fait, il n'y a pas eu le vrai déclic. Et pour moi, le déclic, ça a été de la voir faire ses valises, quoi. Et là, j'ai dit, mais enfin, voilà, là, je suis tombé très, très bas, en fait. Et c'est ça qui m'a fait, quand on tombe bas, on est obligé de pousser fort sur ses jambes pour remonter à la surface. Et c'est ce que j'ai été obligé de faire hein, parce que j'ai pas eu le choix. Enfin, j'ai tellement sombré que j'avais pas le choix, soit de ne pas me relever, soit de pousser fort sur mes jambes. Ouais. Ouais. Et 2 ans après ce moment-là, ce moment où vous vous effondrez, puis voilà, comme vous dites, vous repoussez sur vos jambes, là, je vous retrouve dans quel état? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche d'être pleinement heureux? Aujourd'hui, j'ai la sensation d'avoir, de toucher du doigt, ouais, d'avoir la théorie, Oui. parce que je me suis fait accompagner, je me suis énormément documenté, j'ai écouté des podcasts comme le vôtre en particulier, etc. C'est D'ailleurs, bien. je vous en remercie parce que ça nous aide beaucoup. Non, mais merci pour le merci, ça me touche. Et, aujourd'hui, la pratique, c'est pas si simple parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'empêche, pour être plus direct et clair dans ma réponse, c'est toutes ces peurs qui restent inscrites en moi, liées à mon vécu, liées à mon parcours. Peur de faire des mauvais choix, peur des conséquences que ça a, peur de ne pas aller dans la bonne direction, peur de faire du mal, peur de me faire du mal, peur des conséquences sur les autres, etc. Énormément de peur tout le temps. Et c'est un gros frein. Beaucoup de mal à lâcher prise, en fait, parce que la douleur a été tellement vive, tellement importante, le château de cartes s'est tellement effondré qu'aujourd'hui, il y a énormément de peur pour beaucoup de choses et c'est un frein énorme. Et je Comment m'en vous le voyez, ça? concrètement, la première chose, c'est
Quand ça s'est terminé, la manière que j'ai trouvé d'essayer de mieux aller, c'est de me dire, bah, je vais essayer de retrouver quelqu'un, vite. Donc ça, c'est un premier frein parce que je pense que c'était la peur de se retrouver seul ou la peur de ne pas plaire, etc. Ce que j'ai fait, mais forcément, ça s'est voué à l'échec. Donc, on ne se fait pas du bien, on fait aussi en plus du mal à une autre personne qui n'a rien demandé. Donc, on en prend conscience qui s'est passé. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, ça, c'est une première peur, par exemple. Donc, j'ai pris conscience. Et puis, petit à petit, bah, j'ai rencontré d'autres personnes, etc. Et puis, on se rend compte qu'il y a d'autres peurs qui viennent se surajouter. Peur de, mais ce que vous dites, c'est très juste. C'est ben voilà, quelqu'un qui me regarde, qui m'apporte de l'attention, ça fait du bien. Donc, on s'y engage. Et parfois, c'est pas forcément pour les bonnes raisons, toujours. Et quand on s'en rencontre, ben, on a déjà un peu fait quelques pas, etc. Et ça, c'est aussi une erreur que j'ai faite. J'ai fait du mal à quelqu'un qui m'aimait, etc. Et que j'ai aimé sincèrement, mais je pense que tout n'était pas rempli. J'y suis allé parce que aussi on m'a amené de l'amour. Ça, c'est un point important, hein, Mathias, parce que à l'époque, quand vous rencontrez celle qui va être votre femme pendant 20 ans, avec qui vous allez faire vos deux enfants, elle vous regarde avec un regard d'amour, et là, hop, vous embarquez avec elle. Et il pourrait se passer le même schéma avec d'autres. C'est-à-dire que vous, si on vous regarde et on vous aime, pouf, vous partez à pleine balle. Vous vous embarquez tout de suite dans cette histoire. Oui, et c'est des erreurs que je fais, Mhm. effectivement. Ouais. Mais c'est une erreur qui vient, comment dire, se greffer sur une faille, un manque peut-être, on va dire, de confiance en soi ou d'estime de soi. Comment est-ce que vous, ouais, quel mot vous mettriez sur cette faille? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, Mathias, par rapport à ce sujet? C'est là où je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, cette autonomie émotionnelle. J'ai essayé de chercher et de creuser pourquoi effectivement ce que vous dites, c'est très juste. Qu'est-ce qui me manque? Et en fait, depuis tout petit, alors j'ai creusé un peu, hein, dans mon histoire familiale, etc. Je me suis rendu compte que j'ai eu l'impression qu'il a toujours fallu me battre pour avoir de l'amour au niveau familial, etc. Moi, je suis le deuxième d'une fratrie. Je suis arrivé un peu un enfant surprise, ce que j'appellerais. Donc, j'ai l'impression qu'au plus loin que je me rappelle, il a fallu que je prouve que je puisse être aimé, que je me batte pour être aimé, et que je pouvais être aimé parce que je faisais, et pas parce que j'étais. Et effectivement, en fait, je suis extrêmement dépendant du regard des autres, de la validation des autres, etc. J'arrive pas, moi, à m'apporter de la valeur seul. J'arrive pas à me considérer moi seul, et du coup, je mets mon bonheur dans les mains des autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été si douloureux, je pense, au moment de la séparation, c'est que pour moi, je pouvais pas être heureux, je peux pas être heureux seul. Il faut que quelqu'un me renvoie quelque chose pour que je puisse être heureux. Et c'est le même problème en amitié, hein. J'ai un peu le même problème. Euh, et, euh, et en fait, aujourd'hui ce que j'essaie de travailler, c'est de me dire, mais je peux me rendre heureux seul aussi. En fait, j'ai pas forcément besoin de... L'autre doit être un bonus. Mais la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est quand même vraiment autre chose. Parce qu'il y a énormément de blocages qui freinent tout ça, quoi. Ouais, mais je comprends, mais attendez, c'est tellement compréhensible ce que vous partagez. Bien sûr, si quand vous étiez enfant, vous n'avez pas reçu cette dose d'amour, qui veut dire que c'est qu'on mérite d'être aimé, tout simplement, tel qu'on est, et pas pour ce qu'on fait. Et on n'a pas à se battre pour obtenir l'amour de quelqu'un parce qu'on mérite juste d'être aimé parce qu'on existe. C'est normal qu'à l'âge adulte, vous le recherchez. C'est normal que dans vos relations d'amour, vos relations d'amitié, toutes ces relations sociales, vous recherchez la validation des autres. C'est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous a manqué quand vous étiez enfant, qu'on ne vous a pas donné. Donc, c'est normal de le rechercher. Maintenant, vous comprenez bien que si on arrive à l'âge adulte dans l'espoir que quelqu'un nous confirme qu'on est quelqu'un d'aimable et donc on va rechercher cette validation, bah forcément les relations elles vont être dysfonctionnelles parce qu'on va mal choisir. En fait, vous choisissez quelqu'un pour ce qu'il va vous donner comme dose d'amour et pas seulement pour ce que la personne est. Et c'est en cela que il y a dans le choix que vous faites quelque chose de fragile qui à un moment ou à un autre va se casser la figure. Et aujourd'hui, vous le comprenez. Déjà, bravo hein, pour tout le chemin que vous avez parcouru, pour toute votre lucidité, c'est formidable. Et maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de vous reprogrammer un peu différemment, c'est-à-dire de changer cette croyance
qu'il faut se battre pour obtenir l'amour et d'arriver à vous donner en fait cette valorisation quoi, que vous méritez. Donc vous dites, je comprends ça théoriquement, mais j'ai un peu du mal à l'appliquer aujourd'hui. C'est ça que vous me dites. Oui. Mhm. De quoi vous auriez besoin pour pouvoir répondre une bonne fois pour toutes à cette question et puis passer à autre chose? Dites-moi. Là Euh, aujourd'hui, vous voulez quoi? De nouveau, moi j'aime bien sortir la baguette magique dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il me ouais. faudrait, Mathias, pour dire, bon, ok, j'ai compris hein, qu'il faut être bien seul, j'ai compris qu'il faut s'aimer, etc. Mais maintenant, je voudrais l'intégrer. De quoi avez-vous besoin pour l'intégrer? Alors aujourd'hui, je suis en couple Mhm. avec une personne qui m'amène beaucoup d'amour et je ressens moins cet amour conditionnel en fait qui est lié à ce que je fais et ça aide beaucoup. D'autant que justement mes dysfonctionnements m'ont poussé comment dire, bah, à avoir des comportements qui sont dysfonctionnels. Et malgré tout, elle est là et elle décide de m'accompagner, etc., dans ce cheminement aussi. Et déjà, ça fait du bien. Euh, et ça m'a permis quand même de prendre conscience, et ça a été un autre déclic, de me dire, mais attention, en fait, tous ces schémas, ils sont dysfonctionnels et en fait, c'est un énorme frein à ta reconstruction. Mais malgré tout, j'ai pas cette baguette magique qui m'enlève ces peurs, juste le lâcher prise, me dire, je suis un surfeur qui surfe sur la vague de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, mais je surfe et je prends la vie comme elle vient. C'est vraiment ce à quoi j'aspire, plutôt que d'être dans une anticipation permanente et me dire, mais ah oui, mais là, il y a ça qui se passe comme ça, donc qu'est-ce que ça donnera plus tard, etc. Mais attendez, parce que juste, je reviens sur le fait qu'aujourd'hui, vous me dites que je suis avec une personne qui m'aime et pas vraiment de façon conditionnelle, de façon un peu plus entière, et c'est beau. J'ai envie de vous dire d'abord, magnifique, belle rencontre, c'est superbe de pouvoir l'expérimenter, de pouvoir vivre ce genre d'amour. Et il y a en même temps, bancal notre affaire, parce que le jour où, pour différentes raisons, ça s'arrête, vous êtes reparti à la case, oui, la case de départ, là. Parce que vous allez, oui, comme au jeu de loi, là, on avance et puis en fait, C'est hop, ça. on revient à la case départ. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'important, c'est, vous avez dit, est-ce que je peux être bien seule? Finalement, parce que vous avez vécu pas mal de choses en 2 ans de séparation, il y a eu quand même quelques femmes qui sont passées par là. Est-ce que vous avez eu un moment où vous étiez seule? Alors oui, j'ai eu un moment où j'ai été seul. Est-ce que c'était assez longtemps pour faire l'expérience que vous pouvez être heureux seul? Non, en fait, c'est surtout que le moment où j'ai été seul, j'étais malgré tout dans une recherche de trouver quelqu'un. Donc, en fait, même si j'étais seul, j'avais quand même l'esprit orienté, pas sur moi, mais sur l'extérieur, sur trouver cette personne qui m'apportera le bonheur. Oui, ouais, c'est ça toujours. Vous venez de le dire, trouver cette personne qui m'apportera le bonheur. Et dès Ouais, lors, je cherche c'est un ça. pourvoyeur d'amour. Moi, j'aime bien l'appeler mon dealer, comme si c'était un drogué en manque, je cherche quelqu'un qui va me donner une bonne dose d'amour pour me sentir bien. Bien, va s'installer en fait une relation très dysfonctionnelle. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas aimer l'autre pour ce qu'il est, mais je vais l'aimer pour ce qu'il me donne. Et le jour où il ne me le donne plus, ben, pourquoi est-ce que je resterai avec lui ou avec elle là? Et la relation, et c'est une relation aussi où il n'y a pas de liberté possible, parce que je suis dans une dépendance. On parle beaucoup de dépendance affective, mais dans le mauvais sens du terme, c'est la dépendance du drogué avec son dealer. J'en ai pris conscience parce que en fait, Mhm. j'ai fait cette expérience. Bah, avec la personne avec qui je suis, du coup, effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les premiers temps, tout est beau, tout est parfait. Le bonheur est là, c'est génial, mais forcément, au bout d'un moment, ça s'estompe un tout petit peu. Au bout de quelques mois, ça s'estompe un peu. Et c'est pas forcément lié aux histoires de papillons dans le ventre, c'est vraiment uniquement lié au fait que dans cette quête de bonheur que je fais reposer à l'autre, bah forcément, à un moment donné, l'autre, il peut pas tout porter, mon bonheur, donc ça s'estompe un petit peu. Et là, ça retombe. Et là, viennent les questionnements, viennent les peurs, etc. Et l'inconfort, et où je vais chercher à me soulager, etc. Et ça a généré ben, des dysfonctionnements qui, à un moment donné, a poussé ma compagne à dire stop. En fait, stop. Stop, parce que là, en fait, ton fonctionnement, il peut pas il me convient pas, en fait. Et c'est ce qui m'a permis de prendre conscience pleinement que le bonheur, c'était à moi de me l'apporter, en fait, et pas d'attendre de l'autre. Et aujourd'hui, on est en reconstruction.
donc avec ma compagne, qui a, qui a entendu que j'avais compris beaucoup de choses, que j'étais prêt à travailler sur moi pour aller dans une direction un petit peu différente. Donc aujourd'hui, on est en reconstruction où on y va un peu plus prudemment, où j'essaie moi de prendre beaucoup plus les devants sur mes besoins, mes envies, etc. Alors sans être égoïste non plus, mais où en fait j'essaie de ne pas lui faire reposer sur ses épaules mon bonheur, chose que j'avais tendance à faire Ouais. largement auparavant. Ouais. Et moi, je suis un petit peu embêtée parce que dans votre situation, comment dire, je vais pas vous, comment expliquer les choses? Là, vous êtes en relation avec cette personne, avec cette femme. C'est un peu compliqué de vous dire arrêtez la relation parce que il y a une expérience fondamentale euh, à vivre, c'est celle d'être seule pendant quelques temps. Et donc, je ne sais pas très bien comment faire dans votre situation parce que peut-être que vous avez comment dire, envie de poursuivre avec elle, alors que ce dont vous auriez vraiment besoin, Mathias, c'est d'avoir quelques semaines, quelques mois, voire un peu plus, seul, vraiment seul. J'ai l'impression que cette expérience de la solitude, elle est indispensablement pour se reconstruire quand ça nous a manqué quand on était enfant. Tant que vous êtes en relation avec elle, vous avez toujours un backup parce qu'elle sera toujours là, vous voyez. Donc vous allez essayer d'avancer, mais ce sera toujours un peu fragile. Donc on fait comment là? Ça fait combien de temps que vous êtes avec elle? Ça fait une bonne année maintenant. Et en fait, quand elle m'a dit faut qu'on arrête, effectivement, en fait, donc ça a été très dur. Et sur les premiers jours, j'ai effectivement, bon, alors ça a été très dur, donc j'ai pris conscience de tous ces dysfonctionnements et de ce que je lui faisais porter au niveau de mon bonheur. Et spontanément, la première décision que j'ai prise, c'était ça, c'est de me dire, OK, eh ben, c'est l'occasion pour moi de me retrouver complètement seul. Et puis finalement, petit à petit, on s'est rapprochés à nouveau, etc. Mais c'est vrai que dans ma tête, j'avais fait ce cheminement de me dire, là, cette fois, arrête de chercher à trouver quelqu'un qui t'apportera le bonheur. Cette fois, tu te confrontes à toi-même et ton bonheur, bah, tu vas te le créer toi-même. Et puis advienne que pourra, quoi. En fait, Et puis les c'est, choses ont fait ouais. que, eh ben, on s'est rapprochés et puis ça s'est, voilà, on a envie d'essayer de reconstruire quelque chose de manière plus saine et moins dysfonctionnelle, mais je comprends ce que vous me dites, ouais. Mais moi aussi, je comprends très bien que vous vous rapprochiez d'elle et que ce soit difficile de vous séparer. Mais si on reprend ma comparaison avec le drogué et le dealer, eh bien, pour installer une relation plus saine, il faut à un moment que le drogué fasse un sevrage. C'est-à-dire qu'il guérisse, sinon il va toujours rechercher un dealer. Et ce moment du sevrage, vous vous souvenez, hein, quand on veut sevrer quelque chose, à un moment, on va arrêter d'être en contact avec le produit, on va arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de prendre telle ou telle drogue. Et ça va être très difficile dans un premier temps. Ça va être Et puis à un moment, on va se confronter en fait, aux vraies causes qui nous entraînent dans cette dépendance. Et puis on va les travailler et après, on va pouvoir se sentir plus fort. Mais donc, il y a une période de sevrage. Et je me permets simplement de relever que cette période de sevrage, vous ne l'avez pas vraiment vécue, Mathias. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle, théoriquement, vous voyez très bien qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, en tout cas, vous avez bien compris qu'il y a une forme de dépendance affective qui s'installe avec cette immaturité, avec ce besoin d'avoir la dose d'amour des gens que vous rencontrez. Mais une fois qu'on l'a compris, ben, il va falloir se sevrer. Alors, maintenant, vous êtes en relation avec cette femme. J'ai pas envie de vous dire arrêtez tout. Je suis personne pour vous dire ça. Et puis même, je trouve ça très très difficile de le faire. Est-ce Et que pour être franc, je vous écouterai pas en plus. ouais, je sais bien. C'est pour ça que je le dis pas. Moi, je donne pas des conseils qu'on peut pas suivre. Donc voilà. Je vous dis- Mais je sais bien. Puis vous êtes pas du tout capable de faire ça. Mais oui, je le dis comme si c'était impossible, un idéal, c'est-à-dire qu'il y a un moment où cette confrontation à la solitude, je suis seule et je suis pas dans cette relation, ça va vraiment permettre en général de guérir de nos fragilités. Après, la relation qu'on crée avec quelqu'un peut aussi nous permettre de réparer nos blessures d'enfance. C'est aussi possible. Et pour ça, c'est d'installer très vite une relation avec voilà, une bonne communication, d'être conscient de ces enjeux, de pouvoir s'en parler et de voir comment est-ce que dans le quotidien, vous pouvez agir autrement que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Peut-être aussi
dans votre façon d'être en relation, avoir des moments de solitude choisis. Je sais pas, par exemple, toute une journée d'un samedi, je vais aller me balader seule, je vais aller faire quelque chose, mais de pas toujours être en lien. Vous voyez, ça peut être partir pendant une semaine ou 3 semaines, on met pas en cause tout le couple, hein, mais d'avoir des moments un peu de solitude pour faire ce travail d'introspection et pour pouvoir aussi un peu réparer j'ai envie de dire, ce réservoir affectif qui a été fissuré, quoi. Donc, on a beau vous mettre tout l'amour qu'on peut, tout va s'écouler parce qu'il y a une fissure un peu à la base, oui, pour les réparer. Quand je dis ça, d'avoir des moments dans la relation où vous êtes un peu plus seul pour justement travailler sur cette indépendance un peu émotionnelle et cette façon de communiquer, est-ce que vous voyez un petit peu concrètement à quoi ça pourrait ressembler dans votre vie? Alors oui, parce que c'est déjà un petit peu ce qu'on fait. Mhm. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça m'a mis dans l'inconfort il y a quelque temps. Parce que comme un drogué, j'étais dans l'inconfort dans cette relation au bout d'un moment. Parce que justement, et je dois vous avouer que c'est aussi pour ça que je pense que cette relation, j'aime pas dire ça parce que je suis pas dans cette relation pour ça, mais j'ai la sensation que cette relation, elle m'aide à grandir aussi parce qu'elle m'oblige à me confronter à ça, dans le sens où on vit pas ensemble. On vit pas ensemble, elle a 2 enfants également, moi aussi, donc en fait, on a chacun notre chez nous et elle est très, très indépendante. C'est une femme... Ah, donc euh, elle est indépendante. Elle a cette qualité que elle vous est n'avez pas très, encore très développée chez indépendante. vous. Elle Hmm. élève seule des enfants depuis 8 ans. Elle est toute seule. Elle est extrêmement indépendante. Elle sait gérer avec la solitude. C'est une femme à votre image. Elle est très indépendante, très dynamique, très entrepreneuse, etc. Ouais. Et certainement que c'est ça aussi que vous avez été chercher chez elle. Mm. Très certainement, oui. Ouais. Mm. Et elle me confronte en fait justement à ça. C'est-à-dire que, étant donné qu'elle est très indépendante, elle n'est pas en demande comme moi d'affection, etc. Alors, bien entendu, comme toute personne, malgré tout, c'est une quête qu'on a tous au fond de nous, mais malgré tout, elle n'est pas dépendante, elle n'a pas ce côté dépendant. Et elle m'oblige, en fait, elle me met dans l'inconfort parfois, parce que j'ai pas le miroir en face de moi, mais par contre, j'ai justement l'obligation de travailler là-dessus. Et encore une fois, c'est ce qui m'a mis à défaut il y a quelques temps et qui l'a poussé à me dire, écoute, je crois qu'il faut qu'on arrête. Et, euh, et j'ai compris tout ce que vous m'avez dit. Du coup, au quotidien, c'est ce que j'essaie de faire en fait. Quand il y a des petites voix, enfin des petites voix, j'aime pas non plus ce mot-là, mais en tout cas, quand j'ai une tentation de vouloir être rassuré par elle, etc., j'essaie avant tout de me dire, quand je suis seul, de me dire non, là, il faut que tu te confrontes, tu es seul. Elle a bien d'autres choses à gérer, tu restes seul et tu te débrouilles, enfin voilà, tu fais pour être bien aussi tout seul. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans le fonctionnement, d'avoir un équilibre entre vie à deux et aussi C'est un être... bon signe, hein. Ça, pardon, je vous coupe, mais c'est pour dire que c'est un bon signe si elle refuse de jouer le rôle du dealer pour vous. C'est-à-dire que si elle met des limites et elle ne rentre pas en fait dans votre jeu, elle ne répond pas à toutes vos demandes, c'est très bon signe. Alors que vous pouvez dire, oh là, c'est pas évident, parce que du coup, ça met dans un inconfort émotionnel. Ça montre qu'il y a quelque chose de sain chez elle. Parce que toujours le danger, hein, quand on a cette fragilité, quand on a cette faille, qu'on dit une faille narcissique, mais c'est pour dire que justement, il y a ce manque en fait d'amour pour nous-mêmes. Et donc, on va chercher l'amour à droite et à gauche. C'est de tomber sur quelqu'un qui a aussi une faille et qui va jouer ce rôle du dealer. Et c'est là qu'on va rentrer dans des relations qui sont complètement toxiques, dysfonctionnelles, etc. Alors que si je tombe sur quelqu'un qui met sa limite, ça va vous permettre, vous, de grandir. Donc le bon partenaire de vie, c'est la personne qui met ses limites et qui ne répond pas à tous nos besoins d'ordre émotionnel. C'est étrange, hein, mais en fait, c'est Mm. ça le critère. Et je le Donc déjà, ressens. ah super. En Mm. fait, je sens qu'elle me fait aller dans la bonne direction. Par contre, c'est inconfortable. Ah ben oui. Et c'est vrai que spontanément, il y a plein de moments où, d'où mes questions et mes peurs, il y a plein de moments où je me dis, mais est-ce que c'est vraiment elle? Parce que justement, elle me met face à mes dysfonctionnements. Et c'est vrai que parfois, j'ai des peurs en me disant, mais est-ce que c'est vraiment la bonne? J'aimerais une personne parfois un peu plus comme ci, plus comme ça. Et quand je me dis ça, je prends conscience que, en fait, mais je cherche à aller vers quelqu'un qui potentiellement pourrait m'amener dans une relation toxique. Tout à Mm. fait. Parce qu'en Alors que fait, là, Mathias, on a tous ce schéma aujourd'hui que la bonne personne, ce serait quelqu'un qui nous apporterait donc
un bonheur et nous avons dans notre esprit une confusion entre bonheur et bien-être. La bonne personne, c'est celle qui va m'apporter un bien-être parce qu'elle répondrait à tous mes besoins. Donc, je me sens bien à ses côtés parce qu'elle me donne plein d'amour. Mais en réalité, c'est une vraie confusion qu'on a. La bonne personne, c'est pas celle qui va répondre à tous mes besoins. La bonne personne, c'est celle qui va me permettre de grandir, celle qui va me permettre d'être, comment dire, justement, qui va pas me maintenir dans mon immaturité. C'est bizarre hein, ce que je dis là, mais souvent on peut rencontrer des gens qui semblent très très bons avec nous, mais en réalité ils agissent mal parce qu'ils nous maintiennent dans notre immaturité. Là, elle vous dit, Mathias, moi ça m'intéresse pas hein, d'être en couple avec un enfant, je veux un homme, un vrai, un adulte. Et donc il va falloir que tu te rassures toi-même, il va falloir que tu grandisses, mais que tu n'attendes pas de moi la confirmation que tu es quelqu'un de bien, parce qu'un adulte, il sait qu'il est quelqu'un de bien, il sait qu'il est quelqu'un d'aimable. Et si elle est dans cette attitude-là, alors c'est du vrai amour. Parce que Rigolo, elle m'a dit cette phrase-là. Elle Ah m'a ouais. dit, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un homme, un vrai, un stable, effectivement, qui est capable de se donner de l'amour. Et elle m'a dit cette phrase-là. Alors regardez, Mathias, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour devenir cet homme? Devenir pleinement homme, adulte, on s'entend. Bah, guérir cet enfant intérieur. Et comment? De quoi vous avez besoin pour le guérir? Bonne question. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, avec tout ce que vous avez fait déjà, hein, comme travail sur vous, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour avoir cette posture d'adulte, d'avoir cette confiance, cette assurance? Je sais que j'ai de la valeur. Je ne dois pas me battre pour le prouver. Sincèrement, je ne saurais pas répondre à cette question. Hmm. Je sais pas ce qui me manque. Ouais. Je sais pas. Je l'ai longtemps cherché dans le sport. Je suis très sportif, donc j'ai fait énormément de sport. Je cherchais ça, mais encore une fois, je l'extériorisais. J'allais le chercher avec ce que je faisais et Oui. pas avec ce Mhm. que j'étais. Bonne question. Je pense que le déclic, il vient de moi et de réussir à m'auto-convaincre que à partir du moment où j'existe, ben, j'ai de la valeur, comme n'importe qui sur cette terre. Mais Je sais que ma question va sonner de façon un peu étrange, mais essayez un peu d'y répondre. En quoi ça vous accommode de continuer à penser encore aujourd'hui, du haut de vos 43 ans, que l'amour, il faut le mériter et que vous n'avez pas une valeur comme ça en tant que telle. En quoi ça vous arrange de continuer à penser ça aujourd'hui? alors, si je suis là devant vous, c'est parce que justement, je me rends compte que ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas du tout. Par contre, Ça ça vous arrange plus du tout. plus du tout. Pardon, Oui, plus du tout. plus Ouais, du tout. j'en ai Parce que conscience. avant, en quoi ça vous arrangeait jusqu'à présent? Ça m'arrangeait jusqu'à présent parce que j'avais du contrôle. Ça me donnait du contrôle sur les choses et ça m'a aidé dans ma construction d'individu, de sportif, etc. Parce que ça a été longtemps mon objectif de vie, le sport, et ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce contrôle, de chercher ce contrôle. Et donc, est-ce que vous craignez si maintenant vous lâchez cette fausse croyance et puis que vous avez un regard plus ajusté? Spontanément, instinctivement, si je mets de la raison, il n'y a aucun risque. Oui, mais si on n'en met Mais, pas, mais si je mets pas de raison et si je laisse mon cœur parler, c'est angoissant pour moi. C'est des angoisses qui remontent en fait. Ouais. Ça me fait peur. Tout m'angoisse. c'est quoi le risque? Si maintenant je me reconnais comme quelqu'un d'aimable, alors ce que je redoute le plus, c'est... C'est qu'on me prenne pour quelqu'un qui imbu de lui-même, qu'on me prenne pour quelqu'un qui se prenne pour qui il n'est pas, etc. Donc, qu'on puisse penser de vous que vous êtes quelqu'un quoi, d'orgueilleux, Ouais, un c'est peu ça. lui-même. Et Ouais. c'est quoi le risque qu'on puisse penser ça de vous? Si on pense que je suis quelqu'un d'orgueilleux parce que je me vois avec de la valeur, j'aurais peur que quoi? Qu'on me juge pas très bien. Ouais, c'est très inconfortant. Enfin, je l'accepte pas. Au fond de moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se brise, en fait. Même physiquement, hein, je sens, ça me brise le cœur. Ça vous brise le cœur qu'on puisse penser que vous êtes quelqu'un d'orgueilleux? Ouais, ouais, Dans votre éducation, c'était interdit d'être orgueilleux? oui, très clairement, oui. Dans mon éducation, c'était interdit d'être orgueilleux, c'était interdit de ne pas faire comme on nous disait de faire, c'était interdit d'aller contre l'autorité parentale, c'était interdit de... Oui, oui, non, c'était... oui. Et est-ce qu'ils avaient raison de vous l'interdire? Non,
Aujourd'hui, je m'en rends compte que non, parce que justement, en tout cas, dans mon objectif de première partie de vie qui était le sport, ça m'a été préjudiciable. Parce que je me suis fait un peu écraser, parce que j'avais peur de cet orgueil. Ouais. J'avais peur d'être orgueilleux. J'avais peur de prendre de la place. Peur de prendre de la place. Et là, vous voyez, c'est tout le paradoxe, hein. C'est que à la fois, on vous a dit que c'était pas bien d'être orgueilleux, et toute votre vie, vous avez essayé de tout faire pour justement être valorisé parce que vous faites, parce que vous accomplissez. Ouais, Donc, vous avez cherché ce regard. C'est tout le paradoxe de cette éducation. C'est que les parents qui vont éduquer leurs enfants en leur disant il faut que tu sois modeste, humble, mais dans le mauvais sens du terme, parce qu'évidemment, humble, c'est une très très belle qualité. Humble, en réalité, c'est à savoir reconnaître sa valeur. C'est ça la vraie humilité. Mais il y a une fausse modestie. Et quand on est éduqué dans cette fausse modestie, tout le paradoxe, c'est que ça va créer, fabriquer des gens très orgueilleux. Des gens qui vont chercher tout le temps l'amour des uns des autres et puis qui vont chercher avoir des succès pour être regardés. Donc c'est un total échec évidemment dans cette éducation. Ce qui vous empêche d'avoir ce regard ajusté sur vous, c'est que si vous le faites, vous remettez en question toute l'éducation que vous avez reçue. Il y a une espèce de conflit un peu de loyauté, comme on dit en psychologie. Ça veut dire que dire papa et maman, vous êtes trompés en fait. C'était pas la bonne façon d'éduquer. c'est vrai. Et donc, vous aviez tort de m'enseigner ça. Le bien, c'est d'être capable de pouvoir se reconnaître comme quelqu'un qui a de la valeur, d'être capable de nommer toutes ses qualités, de pouvoir aussi parler de ses succès. C'est ça qui est le bon. Qu'est-ce que vous ressentez quand je dis ça? Ça me parle beaucoup. Ouais. Quand vous dites ce conflit de loyauté, je sens souvent ce dilemme intérieur, en fait. Ouais. Quand est-ce que vous allez dire merde à vos parents, Mathias? Je suis un peu vulgaire, mais à ce stade-ci, on a envie de leur dire Je l'ai jamais fait. J'ai pas fait de crise d'adolescent. eh ben, on y vient. C'est ça qui est super avec la crise de la quarantaine, c'est qu'on a une séance de rattrapage de la crise d'adolescence qu'on n'a pas faite. On peut la refaire à 40 ans. C'est là l'enjeu, Mathias. Il est là, il n'est pas ailleurs. C'est de dire merde, papa et maman. Vous vous êtes trompés dans la façon dont vous m'avez éduqué sur ce plan-là. C'est important de pouvoir reconnaître sa valeur. C'est important de pouvoir nommer ses qualités. C'est important de se voir comme quelqu'un d'aimable. Et ça fait pas de nous quelqu'un d'orgueilleux. Dites-moi, Mathias, on doit absolument s'arrêter, mais comment vous sentez là au terme de cet échange? Je vous remercie. Je vous remercie de votre écoute, de l'initiative que vous avez de nous donner la parole et puis de nous accompagner aussi comme ça. Et voilà, merci de ce que vous faites. Vous repartez avec quoi là de tout ça? Avec une piste très intéressante de réflexion et de travail. Et ça, c'est toujours réjouissant d'avoir une perspective pour pouvoir évoluer et se sentir plus grand petit à petit. Merci pour votre confiance, Mathias. Et Merci bonne à route vous. à vous. Vous allez avoir Merci des à vous. belles années devant vous. C'est trop chouette tout ce qui vous arrive. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.theresargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.